Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Il peut être difficile pour le lecteur moderne d'imaginer devoir attendre 2 semaines entre chaque chapitre de 20 000 lieues sous les mers. C'est pourtant ainsi que l'histoire a été publiée à l'origine. Cela explique peut-être pourquoi tant de chapitres se terminent avec un suspense à couper le souffle. Les personnages et l'intrigue nous sont distribués petit à petit, de manière délibérée. Verne et Aronnax, les co-conteurs, sont tous deux des scientifiques amoureux de l'énigmatique capitaine Nemo et de tout ce qu'il représente. Comme le Nautilus, l'intrigue du roman se déroule à un rythme incohérent, parfois à un rythme lent dans des eaux calmes, d'autres fois à grande vitesse. Bien qu'Aronnax nous raconte l'histoire après qu'elle se soit produite, une grande partie de l'œuvre prend le ton d'un journal, notamment dans la spécificité des détails et l'immédiateté du ton. Allez, c'est parti, découvrons ensemble cette histoire incontournable. Dans la première partie, le chapitre 1 s'ouvre sur des événements survenus entre l'été 1866 et le printemps 1867. L'histoire nous présente un phénomène mystérieux et la controverse que celui-ci a suscité parmi la communauté scientifique mondiale et dans la population en général. Les marins américains et européens rapportent avoir vu quelque chose d'énorme dans l'eau, mais personne ne sait s'il s'agit d'un animal ou d'un objet. Cette chose semblait pouvoir se déplacer à des vitesses impossibles et projeter des colonnes d'eau à 50 mètres de hauteur. Au début, l'objet ou animal a fait l'objet de ragots, d'humour et de spéculations, mais lorsque 2 incidents ont menacé les navires, le ton est tout à coup devenu plus sérieux. Désormais, toute perte ou toute épave est imputée au monstre. Au chapitre 2, le lecteur rencontre le docteur Pierre Aronnax, narrateur principal du roman et professeur adjoint au musée d'histoire naturelle de Paris. Il réduit les explications possibles de ce que pourrait être le mystère à 2, un monstre colossal ou un énorme sous-marin. Tous les grands gouvernements rejettent l'idée du sous-marin car la technologie d'un tel engin semble impossible à l'époque. Aronnax écrit alors un article dans lequel il affirme que le phénomène pourrait être un narval géant, une hypothèse qui incite la marine américaine à charger le navire l'Abraham Lincoln de poursuivre une telle créature. Quelques heures avant le départ de la frégate, Aronnax reçoit une invitation à rejoindre l'expédition. Au chapitre 3, celui-ci accepte, sans hésitation, malgré son envie de rentrer en France. Il appelle son domestique et lui ordonne de préparer leurs affaires. Il rencontre le commandant Farragut et on leur montre leur cabine. Alors que le navire quitte New York, l'Abraham Lincoln fonce à toute vapeur dans le sombre océan Atlantique à la recherche de la mystérieuse créature qui sévit dans les mers. Le chapitre 4 décrit la frégate bien armée, son équipage passionné et la présence du meilleur harponneur du monde, le Canadien Ned Land. Farragut a offert une récompense au premier homme qui apercevrait le monstre. Land et Aronnax développent une amitié en raison de leur héritage français commun. Land est le seul membre d'équipage à douter de l'existence du monstre en raison des dommages qu'il a causés aux plaques de fer du Scotia. Au chapitre 5, Farragut permet à Land de monter à bord du Monroe voisin, à partir duquel il tue 2 baleines. L'Abraham Lincoln passe ensuite le Cap Horn et met le cap sur les mers de Chine, puis sur le Pacifique Nord. Le 2 novembre, le capitaine promet à un équipage mécontent que s'ils ne voient pas le monstre dans 3 jours, ils mettront le cap sur l'Europe. Le 3e jour, le serviteur, Conseil et Aronnax discutent de la situation. Conseil critique l'ensemble du projet. Il pense qu'ils devraient retourner au musée pour se contenter de classer leurs fossiles. Leur conversation est interrompue lorsque Land aperçoit la créature au loin. Au chapitre 6, petit à petit, la frégate se rapproche de ce qu'Aronnax pense être un narval électrique. Le navire et le monstre zigzaguent dans les eaux toute la journée et toute la nuit. Dans le brouillard matinal, le monstre fait finalement surface et souffle des jets de vapeur haut dans les airs. Farragut ordonne de poursuivre le monstre et Land est prêt, harpon à la main, mais la frégate ne parvient pas à le rattraper. L'équipage tente de lui tirer dessus, mais les balles rebondissent. Land lance son harpon et frappe finalement le monstre, mais il semble que le harpon ait heurté un corps très dur. Le monstre projette 2 énormes trombes d'eau sur la frégate, créant un choc qui projette Aronnax par-dessus bord. Au chapitre 7, Conseil, qui a sauté à la suite de son maître, informe Aronnax que les dents du monstre ont cassé le gouvernail de l'Abraham Lincoln. Le navire ne peut donc pas faire demi-tour pour récupérer les hommes. Pour économiser de l'énergie, ils nagent à tour de rôle et se tiennent l'un contre l'autre. Désespérés et épuisés, ils voient la lune se lever et repèrent la frégate à environ 8 km de là. Ils appellent à l'aide et entendent bientôt une voix humaine répondre.
Aronnax s'effondre et se réveille sur une surface dure, tout près de Land. Les 3 hommes reposent sur le dos exposé du monstre. Lorsque Land observe que la bête est recouverte de plaques de métal, Aronnax commence à comprendre que le monstre n'est pas une créature, mais un vaisseau fabriqué par l'homme. Bientôt, 8 hommes masqués emmènent Aronnax, Conseil et Land dans le sous-marin. Au chapitre 8, les 3 hommes sombrent dans les ténèbres et la confusion. Land est prêt à se battre, mais Aronnax et Conseil plaident pour la diplomatie et la patience. La pièce est bientôt éclairée par une ampoule, révélant une table et 5 tabourets. La porte s'ouvre et 2 hommes entrent. Ils parlent une langue inconnue. Les captifs tentent de communiquer en français, en anglais, en allemand et même en latin, mais ils ne reçoivent aucune réponse. Bientôt, les ravisseurs ressortent. Plus tard, un intendant apparaît avec des vêtements propres et met la table pour un repas. La nourriture servie est d'une qualité exceptionnelle et chaque plat est gravé de la lettre N. Aronnax, Conseil et Land mangent et s'endorment bientôt. Et puis ils se réveillent au chapitre suivant. Aronnax suppose, en se basant sur la sensation de ne pas pouvoir respirer normalement, que le vaisseau doit remonter à la surface pour reconstituer l'air à l'intérieur comme une baleine, car il ressent une vague d'air frais immédiatement après la montée du vaisseau. Quand Land se réveille, il est affamé, mais l'intendant ne se remontre pas. Lorsque Land s'emporte, Conseil et Aronnax tentent de l'apaiser. Le steward arrive finalement avec un repas, mais Land l'attaque et tente de l'étrangler. Une voix ordonne alors en français à Land de se calmer et demande à Aronnax d'écouter. C'est le mystérieux Nemo qui apparaît au chapitre 10. Il parle bien français, alors qu'il faisait semblant de ne pas le comprendre un peu plus tôt. Il a pris son temps pour décider de comment traiter ses captifs. Nemo les considère comme des prisonniers de guerre, mais il leur propose un marché. Il leur offre une totale liberté à bord du Nautilus, et cependant ils ne doivent jamais partir. L'alternative, s'ils n'acceptent pas son offre, c'est d'être noyés. Face à ce choix entre la vie et la mort, Aronnax, Conseil et Land acceptent à contre-cœur de rester captifs. Nemo fait appel à un serviteur pour reconduire Land et Conseil dans leur quartier et invite Aronnax à le suivre pour une visite du Nautilus. Nemo lui montre sa bibliothèque de 12 000 volumes, sa collection d'une 30aine d'œuvres de maîtres d'art, les partitions des plus grands compositeurs du monde et une remarquable collection de spécimens marins. Il fume des cigares à base d'algues et partage un somptueux repas entièrement composé de produits de la mer. Au chapitre 11, Nemo explique tous les instruments et machines du Nautilus et leur fonctionnement. C'est l'électricité qui fait fonctionner les moteurs, les lumières, les horloges, la cuisine et l'eau potable. Toute cette électricité est alimentée par des minéraux provenant de l'eau de mer. Aronnax, étonné, a bien des questions et Nemo promet d'y répondre prochainement. Au chapitre suivant, Nemo explique comment le sous-marin coule et remonte grâce à ses réservoirs d'eau pompés par de puissants moteurs électriques. Le Nautilus peut être dirigé verticalement et horizontalement et un puissant réflecteur éclaire l'océan. Nemo a créé sa construction avec des pièces provenant de nombreux pays assemblées sur une île déserte par des ouvriers qualifiés. Il indique également que le chantier de construction a été incendié par la suite afin d'éliminer toute trace. Au chapitre 13, Nemo emmène Aronnax jusqu'à la plateforme du navire après sa remontée pour déterminer leur emplacement exact près des côtes du Japon. Lorsque les lumières s'éteignent à l'intérieur du sous-marin, des panneaux s'ouvrent pour révéler des fenêtres qui rendent visible la mer transparente et sa vie abondante. Aronnax est subjugué par la beauté naturelle de la vie marine et les 3 prisonniers contemplent ce spectacle tout l'après-midi. Plus tard, ils retournent dans leur cabine pour dîner et s'endormir. Au chapitre 14, du 6 au 19 novembre, plus aucune trace du capitaine. Aronnax trouve finalement sur son bureau un mot l'invitant à participer à une partie de chasse sur l'île de Crespo le lendemain. Ils chasseront sous l'eau tout en portant des combinaisons dotées de lumière. Ils utiliseront des armes spéciales qui consomment peu d'énergie mais tuent tout animal au contact. Comme toujours, Aronnax est étonné de ces innovations et suit Nemo, accompagné de Land et de Conseil, pour s'équiper. Au chapitre 15, ils enfilent leurs casques métalliques et les hommes sortent en toute sécurité au fond de l'océan. Aronnax décrit le fond marin avec ses rochers, ses couleurs, ses coquillages et ses plantes. Ils marchent, suivant les gestes de Nemo, jusqu'à l'île de Crespo. Au terme de cette marche, ils arrivent finalement au chapitre 16, dans une forêt sous-marine remplie de grands arbres immobiles qui poussent tout droit vers le haut. Sous les arbres se trouvent des arbustes marins avec des poissons.
Après une autre longue marche, les hommes s'assoupissent et font une sieste, et à leur réveil, Aronnax se retrouve face à une terrifiante araignée de mer géante que Nemo tue avec son fusil. Les hommes continuent d'avancer plus loin dans l'obscurité. Après plusieurs heures, ils atteignent le fond de l'île et font demi-tour. Dans des eaux peu profondes, l'un des hommes de Nemo tire sur un albatros volant au-dessus de la surface. À l'approche du Nautilus, Nemo et son compagnon jettent Aronnax et Conseil à terre pour les protéger de 2 gros requins. Au chapitre 17, le navire continue sa route pendant plusieurs jours, traversant le tropique du Cancer et l'équateur le 1er décembre. Le matin, après leur chasse en forêt, Aronnax se rend sur la plateforme où il aperçoit Nemo. Il observe les membres de l'équipage qui remontent des filets. Une grande partie de ce chapitre décrit une myriade de types de poissons et témoigne de l'expertise et des intérêts de l'auteur. Un jour, ils observent un navire coulé depuis seulement quelques heures, avec des cadavres encore liés par des cordes. À l'approche des requins, le spectacle macabre hante les spectateurs. Au chapitre 18, après plusieurs jours d'absence et le passage de Noël, Nemo apparaît et annonce qu'ils ont atteint Vanikoro. Nemo prétend avoir retrouvé un navire échoué et il montre à Aronnax une boîte en fer blanc pour corroborer son histoire. À l'intérieur se trouverait une liasse de papier signée de la main de Louis XVI. Nemo espère que lui et son équipage en profiteront un jour. Le chapitre 19 commence avec le jour du Nouvel An. Conseil se demande s'ils retourneront chez eux, mais admet également que sur le Nautilus, ils ont vu des merveilles au-delà de toute croyance. Le Nautilus continue jusqu'au détroit de Tor, au nord de l'Australie. Le temps est rude et le Nautilus s'échoue. Si le navire n'est pas endommagé, il est malheureusement coincé. Nemo compte attendre quelques jours les marées hautes de la pleine lune pour libérer le navire. Land et Conseil convainquent Aronnax de demander à Nemo l'autorisation de sortir à terre pendant ce temps. Et étonnamment, Nemo y consent. Alors au chapitre 20, Aronnax, Conseil et Land sont heureux de passer du temps sur la terre ferme. Pendant leur séjour sur l'île, ils discutent de cannibalisme après que Land ait admis à quel point il avait faim de viande fraîche. Le premier jour, il cueille et mange des fruits, des noix de coco, mais pas de viande. Il retourne au Nautilus et décharge la nourriture, mais il ne voit personne. Alors le lendemain, il retourne sur l'île. Il voit de nombreuses espèces d'oiseaux tropicaux, y compris des oiseaux de paradis. Ils en chassent, en tuent et en cuisinent plusieurs. Enfin, dans l'après-midi, Land tire sur un porc, puis sur plusieurs petits kangourous. Les 3 hommes se rassemblent sur le rivage et préparent un repas. Mais au chapitre 21, les hommes se retrouvent face à face avec les papous et se replient sur le Nautilus. Quand Aronnax parle à Nemo des indigènes, le capitaine ne s'en soucie pas. Le lendemain matin, Aronnax se rend à la plateforme et observe des centaines d'indigènes rassemblés sur le rivage. Il décrit leurs différentes apparences et costumes. Et le lendemain, lorsque Nemo ouvre les écoutilles, des indigènes prennent d'assaut le navire et tentent de pénétrer à l'intérieur. Cependant, Nemo a astucieusement installé un câble électrifié dans les escaliers, afin que quiconque le touche soit électrocuté. Alors les papous battent en retraite. La marée pousse le Nautilus vers la mer, exactement comme Nemo l'avait prévu, et ainsi le navire continue son voyage. Au chapitre 22, le Nautilus continue à toute vitesse vers l'océan Indien, et Aronnax se demande où va Nemo. Le 16 janvier, le navire flotte calmement dans les eaux pendant que l'équipage effectue des réparations mineures. Cependant, Aronnax se rend compte qu'il se trouve dans un lit phosphorescent éblouissant, dans lequel il peut observer la vie marine illuminée naturellement. 2 jours plus tard, Aronnax observe Nemo et son lieutenant sur la plateforme, en train de regarder l'horizon à travers une lunette. Il semble agité. Lorsqu'Aronnax récupère son propre télescope et regarde à son tour, Nemo le retire avec colère et ordonne que les 3 prisonniers soient confinés dans leur cabine. Aronnax, Conseil et Land obéissent et prennent leur petit déjeuner, mais se rend vite compte que la nourriture contient une substance somnifère qui les plonge directement dans un sommeil profond. Le chapitre 23 marque finalement la fin de la première partie. Nemo vient solennellement à Aronnax et lui demande s'il est médecin. Quand Aronnax répond que oui, Nemo l'emmène chez un membre d'équipage qui a été mortellement blessé. Le crâne est brisé et le cerveau partiellement exposé. Nemo évite de dire à Aronnax ce qu'il s'est passé, mais Aronnax soupçonne que la blessure à la tête est liée aux événements de la veille. Alors l'homme meurt, et le lendemain, Aronnax, Conseil et Land acceptent de repartir pour une nouvelle excursion au fond des océans. Après des heures de marche, ils atteignent un royaume de coraux merveilleux. Les membres de l'équipage creusent une tombe, enterrent leurs camarades et organisent des funérailles en son honneur.
Le premier chapitre de la seconde partie s'ouvre sur les réflexions d'Aronnax par rapport à Nemo. Nemo est-il simplement un savant méprisant ou ses motivations sont-elles plutôt des représailles ? Depuis la plateforme, Aronnax observe la mer, ses oiseaux, ses poissons et leur abondante variété. Nous sommes fin janvier et le Nautilus file à toute vitesse dans l'océan Indien. En traversant l'équateur le 26 janvier, il croise un grand groupe de requins, puis des cadavres flottants du Gange jusqu'à la mer. Le 27 janvier, ils observent des aurores boréales. Au chapitre 2, Nemo propose une expédition aux pêcheries de perles de Ceylan. Nemo prévient qu'ils vont probablement rencontrer des requins, ce qui effraie Aronnax qui accepte quand même d'y aller. Conseil et Land acceptent de les accompagner. Alors l'expédition débute à 4h du matin au chapitre 3. Les 4 hommes montent dans la barque qui s'approche du banc de perles au lever du soleil. Ils enfilent de lourdes combinaisons de plongée et leurs casques, mais Nemo explique qu'ils n'auront pas besoin de leur lanterne, car ils ne plongeront pas profondément. Ils porteront des poignards au lieu de fusils, et Land apporte son harpon. À 7h du matin, ils atteignent les parcs à huîtres et suivent Nemo jusqu'à une grotte profonde où il leur montre une huître géante. Avec son poignard, Nemo ouvre la coquille pour révéler une perle de la taille d'une noix de coco. Le chapitre 4 emmène finalement le Nautilus au-delà du pays d'Oman et dans les détroits étroits de la mer Rouge. Nous sommes alors le 8 février. Les hommes observent les coraux brillants, les éponges, les mollusques, les poissons et les rochers de la côte africaine. Nemo et Aronnax discutent des dangers de la mer Rouge et Aronnax commente que les peuples du passé n'avaient pas de navires comme le Nautilus. Nemo décrit la vision des anciens sur ces mers et leur valeur commerciale pour relier les différentes parties du monde. Quand Nemo suggère qu'ils seront en Méditerranée dans 2 jours, Aronnax pense que c'est impossible. Le canal de Suez n'est pas encore construit et le chemin vers la Méditerranée est très long. Nemo répond cependant qu'il existe un passage souterrain qu'il a nommé le tunnel arabe. Au chapitre 5, le Nautilus flotte sur la mer Rouge. Land et Aronnax aperçoivent un dugong, un animal ressemblant à un lamantin que Land veut harponner. Nemo accorde la permission, mais prévient que les dugongs se retournent parfois contre leurs assaillants. Land ne doit surtout pas le manquer. Il jette son harpon sur le dugong, mais ne fait que le blesser. Alors que l'énorme animal plonge, il se lance à sa poursuite. Le dugong fait presque chavirer le petit bateau dans lequel Land monte, mais Land lui inflige une blessure mortelle au cœur. Le Nautilus continue alors vers Suez et les hommes se préparent à traverser le tunnel dirigé par Nemo. Le courant est rapide et les parois du tunnel sont proches. La mer rugit à mesure qu'ils avancent. Le cœur d'Aronnax bat très vite. Mais en moins de 20 minutes, le Nautilus franchit le tunnel et entre dans la Méditerranée. Au chapitre 6, maintenant qu'ils sont de retour en Méditerranée, Land veut s'échapper, mais Aronnax n'éprouve aucune envie de quitter Nemo et le voyage. Les 2 hommes conviennent que Land doit profiter d'une opportunité favorable s'ils sont au-dessus de l'eau et proches du rivage. Aronnax prédit que Nemo ne leur donnera jamais cette chance, mais que si Nemo le faisait, lui et Conseil le suivraient. Nous sommes alors à la mi-février, tandis que le Nautilus s'approche de l'île de Crète. Une nuit, Aronnax et Nemo sont ensemble au salon, et Nemo ouvre les panneaux. Alors qu'ils observent la vie marine, un plongeur apparaît juste à l'extérieur du Nautilus. Nemo ouvre un coffre en fer, remplit un coffre-fort de lingots d'or et écrit une adresse sur le couvercle. 4 hommes portent le coffre hors du salon et Nemo souhaite bonne nuit à Aronnax sans aucune explication sur ce qu'il vient de se passer. Le lendemain, Aronnax travaille sur ses notes lorsque la chaleur monte de façon spectaculaire. Nemo lui explique qu'il traverse des eaux bouillantes provoquées par un volcan sous-marin. La mer devient rouge, la chaleur est presque insupportable. Sur ordre de Nemo, le Nautilus quitte la zone et fait bientôt surface, laissant derrière lui les îles grecques. Au chapitre 7, Aronnax comprend que Nemo se sent mal à l'aise dans cette mer entre l'Europe et l'Afrique et qu'il a perdu son assurance. Le navire ne fait surface que lorsque cela est nécessaire et se déplace à une vitesse trop rapide pour que Land puisse tenter de s'échapper. Nous sommes le 18 février et le Nautilus se trouve à l'entrée du détroit de Gibraltar. Il navigue dans le courant sous-jacent jusqu'à l'océan Atlantique. Au chapitre 8, les tensions montent lorsque Land annonce son projet de fuite, alors que le Nautilus s'éloigne à seulement quelques kilomètres des côtes espagnoles. Il a approvisionné et préparé un canoë. Aronnax essaie de faire valoir que la mer est agitée, mais Land dit qu'ils doivent prendre le risque, rappelant à Aronnax qu'il a donné sa parole de le suivre. Aronnax se sent désemparé à l'idée de quitter le Nautilus et de bouleverser Nemo. Finalement, au chapitre 9, le projet de fuite est abandonné.
Land espère avoir une autre opportunité, mais les deux hommes découvrent bientôt que le Nautilus se dirige vers le large. Encore une fois, Land est déçu, mais Aronnax ne l'est pas. Nemo propose à ce dernier de l'accompagner dans une expédition nocturne sans conseil, et Aronnax accepte. Les deux hommes marchent dans l'obscurité vers un feu rouge sur environ 3 km. Ils atteignent un bosquet d'arbres morts et commencent à grimper. Ils atteignent une plateforme où sont empilées des pierres. Aronnax se rend compte que la montagne qu'ils gravissent est un volcan, émettant toujours de la lave. Nemo écrit le mot Atlantide sur un rocher, avec un morceau de craie, et tout prend son sens. La ville, l'architecture, les colonnes, l'aqueduc, les deux hommes contemplent la scène, tandis que la lune se lève, jetant une lueur inquiétante sur les ruines de la cité perdue. Ils retournent au Nautilus, au lever du soleil. Au chapitre 10, Aronnax observe le passage du Nautilus, notant les poissons et la géographie tout au long du chemin. Puis, il s'endort. À son réveil, le Nautilus flotte, mais tout est sombre et Aronnax est confus. Nemo explique qu'il se trouve à l'intérieur d'un volcan éteint, flottant sur un lac à l'intérieur. Son équipage extrait du charbon des parois du volcan qui sera utilisé pour produire l'électricité dont ils ont besoin. Ils n'y resteront qu'une journée. Tandis qu'Aronnax, Conseil et Land gravissent les parois intérieures du volcan, les rochers cèdent la place aux arbustes et aux plantes terrestres. Land repère une ruche et récolte du miel. Il jette également des pierres sur les oiseaux et en tue un. Au chapitre 11, le 22 février, le Nautilus traverse la mer des Sargasses, un lac sous-marin où se rencontrent des courants. Pendant 19 jours, jusqu'au 12 mars, le Nautilus traverse l'Atlantique à vitesse constante. Pendant ce temps, Aronnax se demande si Nemo les relâchera un jour. Il n'y a certainement aucun moyen de s'échapper tant qu'ils sont ici. Et dernièrement d'ailleurs, Aronnax voit peu Nemo. Ils ont parcouru environ 13 000 lieues depuis qu'ils ont quitté le Pacifique, et Nemo ordonne au vaisseau de descendre à une grande profondeur, où Aronnax observe les parties inhabitées de l'océan. Finalement, au chapitre 12, Land perd patience face à sa captivité. Lorsqu'il aperçoit plusieurs baleines, il est envahi par l'envie de chasser. Mais lorsque Land demande la permission à Nemo, le capitaine refuse, affirmant que cela serait inutile puisqu'ils n'ont pas besoin d'huile de baleine. Mais un groupe de cachalots approche, et un carnage commence. Land accuse le capitaine d'être un boucher, mais Nemo défend ses actes. Une baleine tuée flotte dans l'eau. 2 équipiers en tirent des tonnes de lait, et Nemo propose à boire à Aronnax. C'est visiblement délicieux. Au chapitre 13, le Nautilus poursuit sa route vers le sud. Aronnax est étonné par la beauté des îles de glace. Il fait extrêmement froid et la lumière du jour diminue à la mi-mars. Après quelques jours, il rencontre un énorme iceberg sans aucun moyen de le contourner. De plus, la glace gèle derrière eux, de sorte que le navire semble pris. Nemo affirme que le Nautilus peut avancer sous l'iceberg, même s'il risque de manquer d'air. Ils estiment qu'il faudra 40 heures pour traverser le pôle et descendre. À plusieurs reprises, alors qu'ils commencent à monter, ils heurtent le fond de l'iceberg et Aronnax commence à s'inquiéter. Il dort par intermittence, mais lorsqu'il se réveille, la glace s'est amincie. Le 19 mars, à 6 heures du matin finalement, la mer est ouverte. Au chapitre 14, Nemo, Aronnax, Conseil et 2 autres partent vers une île au pôle sud. Aronnax laisse Nemo être le premier à sortir du bateau, le premier humain à poser le pied sur ces terres. Aronnax étudie les plantes, les lichens, les oiseaux et les phoques. Il neige ensuite pendant 2 jours. Aronnax admire les morses et il retourne au Nautilus. Ils n'ont que quelques heures pour voir le soleil et mesurer leur position avant l'équinoxe. Le 21 mars, les hommes repartent. Ils gravissent un sommet et le brouillard se dissipe. Nemo revendique le pôle sud comme le sien et déploie un drapeau noir portant un N doré. 6 mois d'obscurité commencent alors. Au chapitre 15, en pleine nuit, Aronnax est réveillé par un choc. Tout le monde se rend vite compte que le Nautilus a heurté les glaces et repose sur tribord, immobile. Nemo révèle qu'un iceberg s'est retourné et qu'un des blocs a heurté leur navire. Les pompes en marche, ils se redressent mais sont toujours coincés entre des blocs de glace. Et de nouveau, la nuit suivante, le navire heurte les glaces. Aronnax demande à Conseil et Land de rester avec lui. Lorsqu'ils ressentent un nouveau choc, Nemo confirme que leur route est barrée dans toutes les directions. La situation s'intensifie au chapitre 16. Le navire et tous ceux qui se trouvent à bord sont prisonniers des glaces. Le Nautilus est sous l'eau depuis 36 heures et n'a plus que 48 heures d'air dans ses réservoirs. La seule issue, c'est que l'équipage creuse le mur de glace dans ses combinaisons de plongée. Même Land se porte volontaire pour aider, car chacun se rend compte que sa mort est imminente s'il échoue. Alors les hommes travaillent dur par équipe, tandis que l'air à l'intérieur du Nautilus se raréfie. Aronnax panique lorsqu'il apprend qu'il ne leur reste plus qu'un seul jour d'air.
L'équipe continue de creuser à tour de rôle, leur combinaison offrant plus d'oxygène qu'à l'intérieur du sous-marin. À l'intérieur du navire, ils ressentent déjà des symptômes du manque d'oxygène. Il ne reste finalement que 2 mètres entre le Nautilus et la surface, mais l'équipage est étourdi. Nemo décide de tenter de percer avec la force du sous-marin lui-même. Il plonge d'abord, puis remonte avec force. Pendant ce temps, Aronnax s'évanouit, mais Conseil et Land lui donnent les dernières gouttes d'air de leur appareil respiratoire. Le Nautilus perce finalement la glace à la toute dernière minute et l'air s'y engouffre. Au chapitre 17, Aronnax remercie ses amis de lui avoir sauvé la vie et dit qu'il leur sera à jamais redevable. Il parle d'évasion et se demande si Nemo mettra le cap sur l'Atlantique ou sur l'océan Pacifique. Le 31 mars, ils sont finalement au Cap Horn. Encore une fois, Aronnax aime observer et cataloguer la faune et la flore alors qu'il se dirige vers l'Atlantique. Nemo est absent alors que le Nautilus fonce vers le nord, trop loin du rivage pour qu'il puisse planifier une évasion. Il passe l'embouchure du fleuve Amazon et l'équateur. Au chapitre 18, le Nautilus fait route vers les Caraïbes le 20 avril. Nemo apparaît et explique qu'un calamar s'est emmêlé dans les pales du moteur et qu'ils doivent le déloger avec des hachettes et le harpon de Land. Lorsqu'un tentacule attrape un membre de l'équipage, Nemo le coupe avec une hache et le calamar éjecte un jet d'encre noire qui aveugle les hommes. Un combat entre les hommes et des calamars s'ensuit, au cours duquel Nemo perd un membre de son équipage. Au chapitre 19, Nemo reste maussade et absent. Le Nautilus flotte sans mouvement jusqu'au 1er mai, date à laquelle le navire reprend sa route vers le nord. Ils suivent le Gulf Stream avec sa phosphorescence et ses beaux poissons. Ils se trouvent à proximité d'îles, mais le temps est trop rude pour s'échapper. À contre-cœur, Aronnax se rend à la cabine de Nemo, où Nemo lui montre un manuscrit, écrit par lui, qui contient l'histoire de sa vie. Il sera enfermé dans un étui étanche et jeté à la mer par le dernier survivant du Nautilus. Nemo refuse catégoriquement de libérer les 3 hommes et ordonne qu'ils ne discutent plus jamais du sujet. Aronnax informe les autres de la décision de Nemo. Finalement, un ouragan approche et frappe le 13 mai. Nemo reste à la surface. Il s'attache à la plateforme alors que le vent et les vagues font rage. À minuit, lorsque la tempête s'est calmée, il retourne à l'intérieur du sous-marin et ordonne que le navire descende sous les eaux agitées. Au chapitre 20, à la grande déception de Land, la tempête a emporté le Nautilus loin de New York. Le 15 mai, le navire navigue près de Terre-Neuve. Les hommes repèrent le câble électrique que les ingénieurs ont construit pour relayer les télégrammes de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Ils approchent alors des îles britanniques. Le Nautilus descend et repose au fond de l'océan à côté d'une épave. Nemo raconte alors l'histoire du malheureux navire, le Marseillais, qui s'est battu vaillamment. Face à une défaite certaine, le capitaine a ordonné de le couler avec tous ses hommes le 13 juin 1794, soit exactement 74 ans auparavant. Au chapitre 21, Aronnax se rend compte que Nemo est motivé par une haine monstrueuse et sublime que le temps ne pourra jamais affaiblir. Aronnax voit ce sentiment se manifester dans la façon dont Nemo regarde et parle. Le Nautilus fait surface et Land repère un navire de guerre en approche. Aronnax suppose que le navire recherche ce que tout le monde sait désormais être un sous-marin. Land veut s'échapper et agite un mouchoir en guise de signal, mais Nemo, en colère, apparaît et l'arrête tout net. Nemo déploie son drapeau noir tandis que le Nautilus tire. Il regarde le navire couler et exploser et l'équipage mourir dans l'eau. Nemo, rempli de haine, se rend dans sa chambre, regarde le portrait de sa femme et ses enfants et sanglote. Au chapitre 22, Aronnax est tenté par la scène dont il vient d'être témoin. Le Nautilus continue sa route à travers la Manche, puis vers le nord. Ni Nemo, ni son équipage n'apparaissent. Les horloges se sont arrêtées. La terre est désolée et silencieuse. Le navire est presque toujours sous l'eau. 2 semaines passent. Une nuit, Land leur propose de fuir le soir même, à 10h, et Aronnax accepte. Anxieux mais résolu, Aronnax attend dans sa chambre l'heure dite, repensant à tout le voyage sur le Nautilus. Alors que le moment approche, Aronnax entend Nemo jouer de son orgue et craint de le rencontrer. Lorsque Aronnax, Conseil et Land se retrouvent sur la plateforme pour s'échapper, ils entendent un bruit épouvantable. C'est le maelstrom des côtes norvégiennes. Le capitaine y a dirigé le navire, volontairement ou involontairement. Alors que le navire tourbillonne dans la tempête, Land leur dit de s'accrocher au Nautilus. La tête d'Aronnax heurte le métal et il perd connaissance. Finalement, au chapitre 23, Aronnax,
Conseil et Land sont dans une cabane sur les îles Lofoten en Norvège. Ils ne savent pas ce qui est arrivé au Nautilus ni à Nemo. En 10 mois, ils ont parcouru 20 000 lieues. Il ne reste de cette aventure que le manuscrit d'Aronnax qui atteste des merveilles et des horreurs dont ils furent témoins. Et c'est sur cette fin ouverte qui nous laisse tout le loisir d'imaginer ce qui est arrivé au Nautilus que se termine l'histoire. Au premier abord, 20 000 lieues sous les mers est un roman sur l'exploration sous-marine, mais c'est bien plus que cela. Alors que les hommes du Nautilus explorent les océans du monde, ils explorent également leurs peurs, leurs émotions, leurs objectifs et leurs problèmes personnels. Aronnax est passionné par les curiosités du monde sous-marin. Cependant, il explore également sa relation avec les autres hommes du Nautilus et ce que signifie être un ami. En fin de compte, Aronnax choisit ses compagnons captifs, Conseil et Land, plutôt que Nemo, malgré l'engouement d'Aronnax pour l'étrange capitaine. Aronnax choisit la société plutôt que l'enchantement. Land comprend mieux sa relation avec la Terre au fur et à mesure que le roman progresse. Ce paysage marin n'est pas sa maison, et Land devient de plus en plus mal à l'aise à mesure que les chapitres avancent. Plus important encore, il semble que Nemo se soit rendu dans les profondeurs océaniques pour accepter son histoire personnelle. La solitude et l'autonomie du Nautilus lui procurent la séparation et le calme dont il a besoin. Mais son isolement n'est pas complet. Il interagit toujours avec les autres vaisseaux, parfois de manière agressive. Peu importe à quelle profondeur Nemo plonge, il ne peut pas se cacher de la réalité, ni guérir sa colère et sa douleur. Le capitaine Nemo a rompu presque tous les liens avec la civilisation et s'est physiquement séparé du monde des humains. Il ne dépend de personne d'autre que de lui-même et de son équipage. Hormis cette douzaine d'hommes, dont le nombre est réduit de 2 au cours du roman, Nemo n'interagit pas avec les autres, jusqu'à l'apparition des 3 captifs, Aronnax, Conseil et Land. Bien qu'Aronnax ne comprenne jamais pleinement les raisons de l'isolement que Nemo s'est imposé, il y a des indices tout au long du roman. Nemo s'identifie au nom du navire coulé, le Marseillais, écrit plus tard qu'il est à la fois l'opprimé et l'oppresseur. À plusieurs reprises, il sympathise même avec les autochtones opprimés. Lorsqu'il coule le navire de guerre à la fin, Nemo est motivé par une vengeance politique et personnelle. Dans les histoires qu'il raconte sur les naufrages, Nemo sympathise toujours avec les vaincus, qui se battent vaillamment mais choisissent parfois l'autodestruction plutôt que la reddition. Pour Nemo, vivre sur le Nautilus, c'est à la fois un choix personnel et politique. Un choix incontestablement impulsé par la haine et la vengeance. Nemo est un personnage secret. Les lecteurs souhaiteraient peut-être voir le manuscrit sur l'histoire de sa vie, mais Aronnax et les lecteurs doivent se contenter de rassembler des indices qui sont parfois partagés par inadvertance. Nemo semble avoir une énorme rancune contre un gouvernement, un pays, une personne ou un pouvoir politique sur lequel il cherche à se venger. Dans les dernières pages du roman, Aronnax parle à plusieurs reprises de la haine qu'il observe dans le visage et dans les actes de Nemo. Nemo lui-même déclare « Tout ce que je déteste est là » quand il regarde le navire de guerre approcher. Aussi isolé qu'il soit, il ne peut échapper à cette haine et à ce besoin de vengeance. La haine le ronge littéralement, ce qui le rend triste et en colère. Cette haine est à l'origine de la mélancolie que Nemo tente de traiter lorsqu'il joue de son orgue. D'ailleurs, jouer de l'orgue, c'est l'une des rares activités qui procure du plaisir à Nemo. Dans la première partie, Aronnax trouve Nemo penché sur son orgue et plongé dans une extase musicale, absorbé au point de ne plus entendre Aronnax entrer ni parler. Nemo peut se perdre dans la musique et atteindre un état de transe. Dans la deuxième partie, le capitaine est au milieu d'une de ses phases d'isolement lorsqu'Aronnax entend les sons mélancoliques de son orgue, au milieu de la plus profonde obscurité. À la fin du roman, Aronnax entend encore les sons lointains de l'orgue et encore une fois, Nemo est entièrement absorbé. Le symbole est important car il donne un aperçu de l'âme de Nemo. L'orgue, c'est un attachement important à sa vie intérieure. Celui-ci et les partitions qui y sont posées élèvent son âme torturée dans un autre royaume où les pensées et les sentiments sont exprimés sous forme de tonalité musicale. L'orgue de Nemo représente la partie de lui-même qu'il garde cachée. Il ne joue que la nuit, lorsqu'il est seul dans sa chambre. Et le son semble rappeler le chant des baleines. Et c'est tout pour cet épisode dédié à 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.